Évidemment sont soulevées sur le début de la vie avec la PMA, avec la GPA, sur la fin de la vie également, sur la génétique, sur les greffes d'organes, sur les données de santé, autant de sujets que nous avons à avoir le plaisir d'aborder. Donc avec Noëlle Lenoir, juge constitutionnelle, ancienne présidente du comité international de bioéthique, et le professeur Jean-François Delfrécy, président du comité consultatif national d'éthique, que je vous demande d'applaudir, ainsi que Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Et Jérôme, je vous passe la parole donc pour ce sujet essentiel de la bioéthique. Alors, un sujet brûlant d'actualité. D'ailleurs, il y a énormément de personnes dans la salle. Donc ça fait plaisir. On va prendre un peu un temps de pause pour réfléchir à un certain nombre de sujets d'actualité très importants. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec nos deux sages. D'abord, la question centrale, professeur Delfrécy, qu'est-ce que la bioéthique? Alors, la bioéthique, il y a beaucoup de définitions de la bioéthique, mais moi je vais vous donner la mienne, en tout cas celle qui est partagée par le Comité national d'éthique. C'est un équilibre difficile à trouver entre les avancées de la science et de la technologie qui sont assez extraordinaires, qui ont fait que les niveaux de santé ont beaucoup bougé au cours des 20 ou 30 dernières années, mais où toutes les avancées scientifiques et médicales ne sont pas forcément une source de progrès. Dans la majorité des cas, elles sont une source de progrès, mais elles ne sont pas toutes bonnes à prendre à un temps donné. Et puis de l'autre côté de la balance, puisque j'évoquais ce terme de balance à trouver, d'équilibre à trouver, eh bien il y a les avancées sociétales, ou en tout cas les changements sociétaux. La France de 2018 n'est pas la France d'il y a une cinquantaine d'années. On est devenu une France plus urbaine. Il y a les notions de famille se sont modifiées. On a une série d'évolutions sociétales importantes qui existent. Et les avancées de la science et les modifications de la société n'ont pas tout à fait le même rythme. On considère que en science, il y a 50% du renouvellement de connaissances tous les 5 ans. Donc ça va assez vite, mais parfois ça vient de très loin. Il a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour découvrir tout l'intérêt de l'immunothérapie, et on va rentrer maintenant dans l'ère des thérapies géniques, par exemple. Bon. Et puis inversement, sur les avancées sociétales, c'est souvent des mouvements, et puis à un moment donné, il y a un effet de rupture. Eh bien, finalement, la bioéthique, c'est trouver un équilibre entre ces avancées, comment les accepter ou ne pas les accepter à certains moments, et puis d'arriver à trouver les éléments et les arguments, en sachant écouter l'autre, qui vont aller plutôt vers tel ou tel type de direction. C'est très clair. Même question pour vous, Noëlle Lenoir. Alors, on n'a que 2 micros ou... Ah bon, pénurie. Merci de poser cette question d'emblée devant cet auditoire. D'abord, je voulais remercier Le Point et Futurapolis et Anne-Jean Blanc qui m'a conviée aujourd'hui, parce que je pense qu'en dehors même de la révision de la loi bioéthique, on est dans une période de transition, de rupture technologique et scientifique. Alors, qu'est-ce que l'éthique? Moi, je suis un peu préhistorique, puisque j'ai fait le premier rapport sur la bioéthique, peut-être pas en Europe, mais en tous les cas en France. Et il y a maintenant près de 30 ans. Et pour moi, l'éthique, c'est 3 choses. La bioéthique, comme le dit le président Delfrécy, c'est évidemment pouvoir répondre à des situations inédites du fait de la science. Par exemple, maintenant, on peut connaître à peu près, de manière plus ou moins exacte, ses prédispositions à tel ou tel type de cancer. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a envie de savoir ou pas? Et de la part de ceux qui promeuvent ces technologies, c'est l'éthique de la responsabilité. Et d'ailleurs, dans les années 70, dans le droit fil de la réflexion sur le nucléaire, qui a des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés, c'est l'éthique de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie pour le bien de l'humanité et le bien de l'individu? Ensuite, on est passé, c'était mon époque, à l'éthique délibérative, l'éthique de délibération. Dans le temps, c'était plus facile parce qu'il y avait une morale dominante, il y avait une religion, et puis elle nous disait il y a tel interdit, et puis ceci c'est permis, et on se soumettait à ces règles sans d'ailleurs chercher
si elles étaient bonnes ou mauvaises. Ça existe encore dans certains pays, moins dans le nôtre. Maintenant, on est face à une société beaucoup plus diversifiée, où les consensus, s'ils existent encore, sont très très difficiles à obtenir. Et donc, la bioéthique, c'est réunir des membres de comités ou prendre des décisions collégiales dans les hôpitaux face à des situations humaines, concrètes et au cas par cas, en essayant de prendre la solution qui est la meilleure. Je pense aux relations médecin-malade. Le médecin n'est plus tout puissant vis-à-vis du malade, qui est de plus en plus associé. Et aujourd'hui, moi j'ai moins vécu cette époque, c'est l'éthique participative, et ça c'est les états généraux citoyens dont nous allons vous parler. Donc, pour résumer, la bioéthique, c'est une réflexion sur l'homme, et sur la femme bien sûr, sur les finalités du progrès, et puis c'est aussi un mode de fonctionnement démocratique, car chacun a sa part de vérité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une vérité immanente pour tous, et ça, je trouve ça très sain. D'accord. Alors juste d'abord pour cadrer un petit peu plus le débat, professeur Delfossi, est-ce que vous pouvez nous dire d'un mot quand même, qu'est-ce que le comité consultatif national d'éthique ? Oui, c'est un comité, c'est une entité autonome, indépendante, qui comprend 40 membres, dont un tiers de médecins et de scientifiques, le reste des juristes, des philosophes, des ethnologues, et puis quelques représentants de la société civile, mais assez peu jusqu'ici. C'est quand même essentiellement quand même un club de sachants, entre guillemets, même si on souhaite le voir évoluer. Alors, il est en charge. Ouvrir davantage. Hein, oui, on va voilà. ouvrir davantage probablement à la suite de la révision de la loi de bioéthique de 2018. Ce CCNE donc est à la disposition des grandes universités, des grandes institutions de recherche ou des différents ministères pour répondre à un certain nombre de questions qui peuvent être posées à l'occasion, par exemple, d'une nouvelle découverte médicale et des questions qui peuvent se poser sur sa mise en place dans la société. De façon plus récente, le CCNE s'est intéressé également à des aspects de santé-société, parce que ce n'est pas seulement ce qui est lié à l'innovation technologique, mais par exemple, nous avons émis au cours de la dernière année, avant les États généraux de la bioéthique, un avis sur santé et migrants, ou sur santé du 4e âge. Enfin, donc, vous voyez, des choses qui ne sont pas directement issues de l'innovation technologique, mais des relations, finalement, entre la santé et la société. Alors, on va élargir le champ bientôt, parce que la bioéthique, ce n'est pas uniquement la progression, mais évidemment, c'est le débat actuellement dans l'actualité. Et j'allais dire, c'est presque le débat que vous-même avez lancé en rendant un avis sur la PMA, c'est-à-dire en étant plutôt favorable à une ouverture de la PMA et en étant hostile à la GPA. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça en revenant évidemment sur les termes aussi pour être bien précis? Oui, je voudrais placer ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'on a une révision de la loi de bioéthique en France qui est prévue par chaque loi, entre guillemets, c'est un modèle français assez particulier, qui a lieu tous les 7 ans à peu près, et où se rencontrent tous les 7 ans, finalement c'est un temps donné où se rencontrent à la fois les experts scientifiques, médicaux, les juristes, les politiques, et puis de plus en plus la société civile. Et donc il était prévu une révision de la loi de bioéthique sur l'ensemble des sujets en 2018. Et cette loi devait être précédée d'une consultation d'états généraux de la bioéthique, et ceci a été confié au CCNE par la loi précédente. Donc on a organisé sur le premier semestre 2018 les états généraux de la bioéthique en France, avec à la fois un site web, une série de débats en région, plus de 280, il y en a eu d'ailleurs à Montpellier. Il y a eu également des auditions, à la fois des sociétés savantes, d'un certain nombre d'associations de patients, des grands courants religieux, enfin, vraiment ceux qui souhaitaient être audités ont pu être audités, plus de 190 auditions, et puis un comité citoyen qui accompagnait pour avoir un regard critique un peu sur l'ensemble du processus. Aucun de ces outils, c'est très difficile, hein, très très difficile de lancer un débat démocratique sur des sujets aussi complexes, parce qu'ils sont clivants d'emblée sur certains sujets, ou très compliqués à comprendre, parce qu'ils sont technologiquement très compliqués. Néanmoins, c'est fondamental, parce que dans ce contexte français compliqué, enfin, où
où la société civile souhaite, et elle a c'est parfaitement légitime, pouvoir donner son opinion, il est essentiel qu'il y ait ce temps démocratique sur lequel elle puisse s'exprimer. Elle sera écoutée ou pas, ça c'est autre chose. Je ne sais pas ce qui sera retenu dans la loi, je n'en sais rien. Mais c'est fondamental. Alors à la suite de tout ça, le CCNE, qui avait une période assez neutre durant l'organisation de ces états généraux, a souhaité émettre en effet une série d'opinions sur les grands sujets qui seront dans la loi, et en particulier ce que vous évoquiez, le sujet de l'ANP. Alors juste, comment est-ce que, alors je ne sais pas si vous êtes autorisé à nous faire état un peu des débats internes, mais comment ces questions ont été débattues? Est-ce que ça a été houleux, tendu? Est-ce que, enfin, comment ça s'est passé en fait? Alors, on est 40, donc vous imaginez, c'est 40 avec de très fortes personnalités. Hein. C'est 40 égaux importants. Hein. Donc il faut gérer un comité qui est intéressant, avec des gens de conviction. Mais c'est ça qui est intéressant. Et néanmoins, on est arrivé à pas une forme de consensus. Hein, parce que sur ces sujets, c'est très difficile. Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable? Moi, j'en suis pas certain du tout. Hein. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait forcément consensus. Oui. Enfin, il y a l'expression d'un avis. Mais il y a une expression commune, partagée, sur l'expression d'un avis. Alors, une fois de plus, les États généraux de la bioéthique et la loi de la bioéthique n'est pas seulement sur l'ANP et l'ouverture de l'ANP aux femmes seules et aux couples de femmes, même si c'est ce qui fait depuis 15 jours le sujet de l'ensemble des médias. Mais il y a plein d'autres sujets fondamentaux autour de la génomique, de l'intelligence artificielle, de la recherche sur l'embryon, de nouvelles données sur la transplantation. Après, oui. Non, mais je le dis pour qu'on ne reste pas uniquement sur ce débat autour de l'ANP. Et alors, comment ça se construit? Eh bien, ça se construit, on avait déjà émis un avis sur l'ANP et les autres sujets autour de l'ANP avant les États généraux, et on a reconstruit cet avis à cette occasion. Voilà. Et ça a fait l'objet de discussions, parce que les mêmes discussions qu'il y a au sein de la société, on les retrouve au sein du CCNE. Est-ce que le vote est public? On sait la part des... Combien de personnes ont voté pour cet avis et combien... C'est un avis qui a conduit finalement à une adhésion collective, sauf 2 personnes. 2 personnes. Alors, Noël Lenoir, est-ce que vous pouvez nous faire un... Parce que vous avez préparé, vous, les lois bioéthiques en 1994, et donc vous êtes à l'origine un peu de tout ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une forte évolution de ces questions? Est-ce que les débats auxquels... Parce que là, on a l'impression qu'il y a quand même une forte frénésie, enfin, beaucoup de débats, beaucoup de lois, beaucoup d'opinions tranchées. Est-ce que vous, en 94, c'était déjà le cas ou pas? Je pense que la société était un petit peu plus apaisée en 1994 qu'aujourd'hui, y compris la société internationale, je dirais, puisque j'ai présidé le comité bioéthique de l'UNESCO et aussi, pendant de très longues années, le comité d'éthique, de bioéthique de la Commission européenne. Non, les sociétés sont beaucoup plus traversées par des vents contraires. Le comité français, qui est né en 83, le premier comité d'éthique, est né aussi d'une réflexion sur la PMA. Mais je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le débat sur la PMA aujourd'hui, c'est pas du tout un débat scientifique, puisque toutes les technologies d'insémination artificielle, de fécondation in vitro peuvent être perfectionnées dans leur efficacité, mais elles existent déjà depuis 40 ans, puisque le premier enfant, Louise Brown, qui est né de ces technologies, est né en 1978. Donc c'est un débat sur la famille et sur la filiation. Or, on sait bien que la famille... Et sur le progrès scientifique aussi, quand même. Non, c'est surtout un débat sur la famille. C'est-à-dire, est-ce que les technologies qui existent, et qui existent déjà depuis une quarantaine d'années, permettent de consacrer une nouvelle conception de la famille, c'est-à-dire, en l'occurrence, les couples homosexuels. Moi, je ne me prononcerai pas spécialement sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a une évolution sociale à cet égard et que là, c'est un des cas typiques où la bioéthique permet de poser des sujets fondamentaux, mais qui sont pratiquement sociétaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on reconnaît que 2 femmes peuvent élever un enfant comme étant le leur en utilisant la technologie au lieu d'adopter cet enfant? Voilà, c'est le sujet qui est posé. Alors, il y a c'est très émotionnel.
Et le problème dans la société démocratique d'aujourd'hui, c'est que le législateur est obligé de trancher, puisque c'est un sujet de droit civil, c'est pas un sujet de code de la santé, c'est un sujet de droit civil. Est-ce que on a déjà un mariage qui peut être entre des couples de même sexe? Est-ce que la filiation peut être celle des couples de même sexe? Et est-ce que la technologie peut faire valider ce type de filiation? Donc c'est un débat de société. Je pense qu'il a lieu un tout petit peu partout. Et la difficulté pour le politique, c'est de devoir le trancher alors qu'il n'y aura jamais de véritable consensus, mais parce qu'il y a un mouvement en ce sens. Et c'est un petit peu comme ça que le comité, enfin j'ai été chargée de cette mission, puisqu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris en 91 qui avait empêché un père de désavouer la paternité vis-à-vis d'un enfant alors qu'il avait été d'accord pour que sa femme utilise la fécondation in vitro avec don de sperme. Et donc, la Cour d'appel avait dit, vous avez consenti à cette fécondation in vitro, il ne peut pas y avoir de désaveu de paternité. Donc on revient un tout petit peu à l'origine, ce sera un sujet de tous les temps, La famille, ça a été le symbole de la stabilité d'un pays. Et donc maintenant, on est face à de nouvelles conceptions qui heurtent. Mais je pense que, comme il a été dit, c'est pas un sujet scientifique. Il est réglé depuis 40 ans. C'est un sujet sociétal et oui, mais il faut le trancher. Professeur Delfossy, est-ce que vous pensez que ce n'est qu'un sujet sur la famille? Alors, je vais vous parler d'autre chose. Ah bon? Ah bon? Oui, je vais vous parler d'autre chose. Et je vais vous montrer la complexité pour sortir peut-être de ce sujet qui est bien sûr essentiel, mais pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Il y a un autre sujet autour, finalement, de la procréation, qui est dans l'enjeu de cette loi de bioéthique, qui est l'accès aux origines. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accès aux origines? Ça veut dire que nous avons en France, depuis maintenant plus de 30 ans, la possibilité, pour des couples stériles, et en particulier pour les hommes, d'avoir accès à une banque de sperme via les sécos, et donc à la construction finalement d'un enfant à l'intérieur d'un couple classique, avec un sperme, un géniteur entre guillemets, qui est un père biologique, qui est quelqu'un qui vient de l'extérieur. On a un dogme français très, très fort, sur lequel c'est inscrit à la fois c'est plus qu'une réflexion bioéthique, c'est la construction même de notre médecine, sur un don anonyme et gratuit. On a maintenant des enfants qui sont devenus des adultes et dont un certain nombre réclament, parce que les familles ont progressivement dit à leurs enfants, tu sais, tu es notre fils, mais finalement, il y a un donneur de sperme qui a existé, mais tu es bien sûr notre enfant. Et il n'y a pas eu besoin de loi d'ailleurs pour le faire, c'est la société elle-même qui a dit d'abord tardivement, puis qui ensuite le dit de plus en plus maintenant dès que les enfants sont adolescents. Et il y a un certain nombre de ces enfants devenus jeunes adultes qui souhaitent avoir un certain nombre de connaissances sur leur père biologique, ce qui n'est pas possible. Puis troisième point, et ça rejoint bien, on rejoint l'innovation technologique, on a, à cause des progrès dans la génomique et dans les big data, dans l'intelligence artificielle, d'énormes bases de données, à la fois sur nos génomes et sur nos données sociétales, qui existent, en particulier chez les Mormons aux États-Unis, à Salt Lake City. Les Mormons, avant, s'étaient intéressés beaucoup aux arbres généalogiques qui ont comme vision, finalement, qu'il y ait une communication maximum entre les êtres du monde entier. Et là, ils ont évolué en prenant les outils technologiques et en s'appuyant sur les banques de génomique et les banques de big data. Donc, si vous payez pour 500 $, vous avez accès ensuite à cette banque de données. Il y a des jeunes startups qui s'en occupent et il y a une séquence de votre génome qui est faite, qui est comparée à la banque de données de séquences de génomique qui existe à Salt Lake City, et puis voilà. Et on allume, et il y a tout d'un coup une séquence qui existe, qui est proche de la vôtre, qui existe au Japon, une autre au fin fond du Chili, et la troisième à Toulouse, alors que vous êtes à Perpignan. Et c'est comme ça que vous avez dû entendre parler d'un certain nombre de... Enfin, il y a maintenant 3 histoires en France de ce type qui ont pu retrouver leur père biologique à partir de ces banques de données. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est parce que ça illustre bien comment
à partir d'un problème, d'un dogme qui est fondamental hein, sur le don anonyme et gratuit, mais aussi quelque chose qui relève de l'autonomie des personnes, hein, d'avoir accès à leur propre origine. Et puis comment l'innovation technologique, elle est en train de tout bousculer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change rien, on se met un mouchoir sur la tête et puis on bouge pas, ou au contraire on se dit voilà, on essaie d'être un tout petit peu, d'être proactif et de se dire bon bah peut-être il faut avancer prudemment, ça va pas être facile, mais on pourrait au nom de l'autonomie des personnes, eh bien finalement aller vers une autorisation d'accès aux origines. Donc vous avez répondu à ma question, c'est pas qu'un débat sur la famille. Voilà. Merci. Alors, juste avant Noël Lenoir voulait... Bien sûr, bien sûr. Alors c'est juste pour... bon, cette affaire de Mormons est très intéressante. Moi j'étais directeur de la CNIL, donc j'ai visité Salt Lake City, parce que les Mormons ont eu un prophète qui est arrivé en 1831. Il a vu Dieu, le Dieu des Mormons, et donc les Mormons avaient un gros problème, c'est-à-dire que leurs ancêtres étaient en enfer, puisque le prophète était arrivé très tard. Donc ils font des baptêmes rétrospectifs, pour pouvoir permettre à leurs ancêtres de basculer de l'enfer au paradis. Sauf que pour faire ces baptêmes rétrospectifs, il fallait retrouver l'état civil. Et comme l'on sait que les Américains sont quand même en filiation des Européens, ils ont demandé l'autorisation au pays de mettre à l'époque, ça remonte aux années 80, début des années 80, sur microfilm, il n'y avait pas encore le numérique, sur microfilm, tous les registres d'état civil et même les registres paroissiaux d'état civil pour identifier leurs ancêtres et leur permettre d'aller au paradis. Et donc, on en a discuté, la France l'a permis, sous la réserve qu'il nous renvoie la copie de ces registres. Ce qui montre que, bon, parfois la religion va dans le sens du progrès, non, ça c'est une conclusion incidente, une opinion. Mais surtout, ça montre qu'effectivement, la condition humaine, c'est la science, c'est l'avancée, on ne l'empêchera pas. L'homme est quelqu'un qui a besoin de savoir, qui a besoin de connaître. Moi, je suis pour la levée du secret de l'anonymat sur les origines. Alors, sous réserve, évidemment, que le donneur... Il y a un film c'est un film canadien sur un donneur qui a 1000 enfants qui ont accès, et donc c'est un père de 1000 enfants. C'est un film très amusant que je vous recommande. Mais c'est vrai que la société évolue et que les citoyens aujourd'hui, les hommes et les femmes, ont besoin de connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre et ça fait partie de l'acceptabilité. 2 points. La bioéthique est née de l'après-guerre, des expériences entre guillemets médicales dans les camps nazis et donc de la crainte de l'eugénisme. Et je crois que ça doit être une réflexion extrêmement importante qui est liée non seulement aux manipulations génétiques mais aussi aux neurosciences et au numérique, au big data, qu'on n'aille pas vers un monde du déterminisme absolu où on exclut les individus parce qu'ils ont certaines prédispositions à la criminalité. Vous savez qu'il y a eu tout un mythe du chromosome du criminel. Je pense qu'aujourd'hui, cette réflexion, elle doit devenir une réflexion citoyenne. Il ne faut pas faire peur, parce que je pense que la médecine a été une conquête exceptionnelle de l'homme et augmenté et continue d'augmenter non seulement la durée, mais la qualité de la vie. Et que être médecin, c'est certainement un des plus beaux métiers du monde. Mais je pense que le devoir de vigilance de chaque citoyen, il n'a pas cessé, parce qu'aujourd'hui, il y a le mariage entre le numérique, qui est sans doute une arme de connaissance extrêmement puissante et de plus en plus puissante. On va entendre Gérard Berry tout à l'heure sur ce sujet. Et la biologie, donc biologie numérique, il faut élever sensiblement le niveau de conscience, et je pense que l'enseigner dans les lycées, ce serait très bien. Il faut peut-être le demander à M. Blanquer. Oui, vous avez bien résumé le débat, donc on va prendre des questions dans la salle peut-être, parce que absolument, je pense qu'il y a pas mal de questions. C'est vrai qu'on pourrait débattre pendant des heures, mais prenons aussi vos questions courtes, si possible, de manière à ce qu'on puisse en prendre plus qu'une ou deux. Alors, qui souhaite poser une question? Oui. Oui. Bonjour, merci à Monsieur Delfrécy et Madame d'intervenir sur ces questions très importantes pour notre pays. Voilà, moi je voudrais revenir sur le CCNE. En 2005, le CCNE se déclarait opposé à l'extension de la PMA. En 2018, il se déclare favorable. Entre les deux, il y a eu un renouvellement de ses membres, entre autres en décembre 2017 sous le quinquennat Hollande. Nous voyons donc, ça c'est là où je me pose la question et je vous pose la question,
que le CCNE a un positionnement sociétal et donc, pour moi, politique, plus qu'éthique. Alors que il me semble que le CCNE devrait avoir une position au-delà du politique et social. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, puisque pour moi, l'éthique est supérieure au politique. Éthique au politique. Rappelons juste qu'il y a quand même 40 membres d'obédience et d'opinions très différentes, et d'horizons différents. Mais je passe la parole au professeur Delfrécy. Merci. Voilà, merci. Non, je pense que c'est un... Enfin, vous avez raison de vous poser la question, de me poser la question si vous vous la posez. Hein, c'est bon, c'est très... Alors, je rappelle en effet qu'il y a 40 membres, que c'est renouvelé par 50% tous les 4 ans. Donc, vous évoquez le septennat précédent, il y en avait eu un autre avant, il y en a un actuel maintenant. Donc, ça tourne, entre guillemets. Que chaque membre du CCNE arrive avec ses idées quand il pousse la porte du CCNE. Il a un passé, il a une culture, il a même, pour beaucoup d'entre eux, une religion. Et puis qu'il y a un phénomène de groupe qui se construit et qui fait que les décisions, une fois de plus, ne sont pas prises dans le consensus, mais elles sont prises dans une dynamique active d'essayer de construction intelligente. Ensuite, sur le fait qu'il y ait une prise de position du CCNE à une période donnée, et qu'ensuite il y ait un changement, entre guillemets, sur le même thématique 15 ans plus tard, moi, je suis plutôt assez content de ça. Vous imaginez une structure, y compris même sur des sujets aussi difficiles que l'éthique, qui ne bougerait pas. Une fois de plus, le CCNE n'est pas là pour dire ce qui est bien ou mal. Je n'ai jamais dit que je ne savais pas ce qu'était que le bien et le mal. Mes petits-enfants, évidemment, ne seraient pas du tout contents, et me l'ont d'ailleurs dit, en me disant, on dit que tu ne sais pas ce que c'est que le bien et le mal. Bien sûr, je sais ce que c'est. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est que le CCNE était une boussole pour indiquer les différentes grandes questions qui se posaient. Et puis, ces grandes questions, elles évoluent en fonction d'un certain nombre de problématiques technologiques. Je trouve que ce que je vous ai indiqué sur la levée de l'anonymat montre bien la complexité qu'il peut y avoir. Hein. Et puis sur l'AMP, il y a des changements sociétaux qui se sont produits en France, et donc qu'il y ait des évolutions du CCNE sur ce sujet, c'est tout à fait logique. Merci. Une autre question ? Oui, alors, moi je trouve que c'est un petit peu illusoire, malgré tout. Le caractère... le CCNE est quantitatif, donc ça c'est un petit peu gênant. Et d'autre part, j'aurais aimé savoir s'il y avait autant d'hommes que de femmes dans ce CCNE. Merci. Et on prendra une dernière question là-bas, s'il vous plaît. Oui, il y a même, en ce moment, pour des raisons diverses et variées, il y a 21 femmes et 19 hommes. Appuyez. Est-ce que ça marche? Voilà. La question, c'est tout à l'heure... Et le 50%, donc, et on y tient beaucoup et depuis longtemps. Le deuxième élément consultatif, non, c'est ce qui fait au contraire la force d'une autorité indépendante. Hein, sur le mot d'autorité indépendante, vous imaginez que si on n'était pas consultatif et que si c'était à nous de dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, enfin, on serait dans un modèle qui n'est pas du tout le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle qui se construit, où ensuite il y a une loi, hein, et c'est la loi de bioéthique qui va d'ailleurs commencer à se construire à partir de maintenant, sera probablement déposée à la fin de l'année et discutée dans les chambres par nos députés dans le premier trimestre 2019. Le CCNE est là pour... À l'occasion de cette loi, on a émis un certain nombre d'opinions sur la loi, mais le reste sont des avis, et ce sont des avis consultatifs. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la force du CCNE. On est en dehors du politique complètement. Merci. Et n'essayez pas de nous remettre en permanence dans le politique. On n'y est pas. Merci. Dernière question. La question portait sur le don de sperme. Vous avez employé tout à l'heure le mot de père biologique. Alors moi, la question, c'est depuis quand un spermatozoïde est-il père? Voilà, c'est une bonne remarque, dit le professeur Delfrécy. Noël Lenoir. Aujourd'hui, le père biologique et le père social peuvent être distincts. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas, puisque comme vous le savez, la filiation n'était sûre que du point de vue, ça remonte au droit civil presque de l'Antiquité, si je puis dire, enfin en tous les cas des Romains, la filiation n'était sûre que vis-à-vis de la mère. Et donc, il y a toujours eu cette suspicion sur les pères. Aujourd'hui, la science
permet officiellement de distinguer la paternité sociale et la paternité biologique, en dehors même du cas de l'adoption. Alors il y a des gens qui ne le supportent pas, qui trouvent que c'est contraire à la nature, et il y a d'autres courants de pensée dans la société qui l'acceptent. Mais il y a effectivement, c'est pas le sperme, puisque le sperme il vient d'un homme, donc il y a un homme qui a ce sperme et qui est donc le père biologique, et il y a un homme qui n'a pas ce sperme et qui est le conjoint ou le compagnon de la mère, et qui est donc le père social, et d'ailleurs il reconnaît l'enfant. Voilà. Merci. C'est ainsi que le droit civil résout cette dissociation qui a toujours existé, parce que la fidélité de l'homme n'est pas à 100%, chacun le sait. Professeur, vous souhaitez... Non, juste pour terminer, pour ceux qui sont intéressés, vous avez l'avis 129 du CCNE, oui, qui est disponible sur le site du CCNE, et que vous pouvez nous le demander si vous voulez une édition brochée. Et s'il vous plaît, lisez tout ce qui est en dehors de la procréation. Hein. Oui. Bien sûr que la procréation est un sujet essentiel, totalement essentiel. Mais il y a bien d'autres choses qui, au niveau éthique et bioéthique, pour les années qui viennent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, vont être totalement essentielles, autour de la génomique, autour de la recherche sur l'embryon, autour des nouvelles neurosciences, autour du numérique et de la santé. Tous ces débats nous paraîtront d'ici quelques années, ils sont bien sûr totalement essentiels, mais il y a le reste qui est tout à fait essentiel. Prenez le temps de lire. Absolument. Et moi d'ailleurs j'ai une toute petite question pour vous, professeur, donc à propos de cet avis, puisqu'on parle beaucoup donc de progrès, d'innovation sur le numérique. Vous encouragez la création d'un comité d'éthique dédié à ces questions sur la santé numérique? C'est la première fois que dans la loi de bioéthique, le sujet intelligence artificielle, numérique et santé va apparaître. Donc on souhaite qu'il soit inscrit dans cette loi parce que c'est un bouleversement considérable qu'on ne perçoit pas encore suffisamment dans le domaine de la santé. Le rapport Villani, d'ailleurs, c'était un des 4 piliers des modifications importantes à court terme qu'il peut y avoir. Il y a toute une discussion sur est-ce qu'il faut un comité d'éthique du numérique. Alors sur numérique et santé, le CCNE s'est déjà engagé, on a un groupe de travail, on avait très multidisciplinaire, et on a fait rentrer au niveau du CCNE des spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc on s'est, je dirais, étoffé pour aborder ces questions. Par contre, il y a bien d'autres sujets où il y a des questions éthiques dans le numérique, hein, qui sont en dehors de la santé. Et donc c'est la question, comment crée-t-on un comité du numérique éthique, et on s'est proposé, on nous a un peu aussi demandé, eh bien de l'accompagner parce que il y a une historique du CCNE sur la multidisciplinarité qui fait qu'on pourra aider à la construction de ce comité. Merci professeur. Un mot, Noël Lenoir. Un mot de conclusion, Noël Lenoir. Un mot de conclusion d'abord pour remercier l'audience qui est ici. Moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'on appelle la sissiparité administrative. J'ai présidé 7 comités d'éthique et je co-préside avec Gérard Berry le comité d'éthique et scientifique de Parcoursup, et je vois que la société française, pour ce qui est de Parcoursup comme de la bioéthique, est toujours aussi vivante, diversifiée, que le débat est là. Et je pense que dans les sociétés où il n'y a pas de débat, il y a de quoi s'inquiéter, mais en France, c'est vraiment pas le défaut que nous avons. Donc, continuons à débattre. Merci, on vous applaudit vraiment. Merci infiniment. Merci Jérôme.